crois que beaucoup de gens l'ont ressenti comme ça. Nous étions à l'école française. Donc on découvrait un capital culturel dont nous n'étions pas détenteurs au départ. Donc on découvrait qu'il y avait un pays, une métropole qui s'appelle la France. Ensuite, après, il y avait l'Angleterre au nord. On découvrait qu'il y avait les châteaux de la Loire. On découvrait qu'il y avait des écrivains, qu'il y avait des musiciens, qu'il y avait... Tout ça était dans nos livres. Mais même de manière très superficielle. Et le phénomène paradoxal, et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de gens de mon âge, de ma génération, qui sont sortis des mêmes milieux, et puis en principe on est tous à 95%, on est sortis tous du même milieu, avec quelques, comment on les appelait, certaines élites, quelques évolués, qui avaient appris dont les enfants avaient appris à lire, à écrire, etc. Mais l'immense majorité, c'était des gens comme moi. C'est-à-dire, on n'avait aucun capital culturel. Et puis, on commençait à acquérir un petit capital culturel. C'est-à-dire, on comprenait qu'il y avait autre chose que les venelles du village, que la place du village, que les figues, que le caramos, etc. Ce qui est une chose formidable. Mais on découvrait autre chose. On découvrait aussi qu'il y avait un autre type de maman. On découvrait qu'il y avait un autre type de papa. Qu'il y avait des docteurs, qu'il y avait des soucis, etc. Donc l'idée essentielle, et je l'ai senti chez beaucoup de personnes de la génération, c'est que plus on rentrait dans ce capital culturel, plus on s'éloignait du monde villageois, du monde montagnard qui était le nôtre, et même je dirais encore plus on s'éloignait de nos parents. C'est-à-dire, c'est pas qu'on s'éloignait, mais c'est plus, j'allais dire que c'est pas un éloignement affectif, non, pas du tout. C'est-à-dire que le monde de nos parents ne nous convenait plus, en quelque sorte. On voulait voir un autre monde. C'est pas sur le plan affectif, parce que moi j'ai adoré ma mère jusqu'à la dernière minute. Mais c'est la découverte d'un nouveau, un peu comme la découverte du nouveau monde. Voilà. Et j'ai retrouvé ça récemment chez Khatib Yassine, qui disait, plus j'entrais dans la langue française, lui parle de la langue, puis je pénétrais la langue française, plus ma mère me devenait étrange, parce qu'elle ne parlait pas français, comme la mienne. Et j'ai ressenti exactement ça. C'est un peu le butin de guerre, comme il l'évoque lui aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on le ressent tous. Ce n'est pas que la langue française ne nous a pas complètement convertis à la culture française. C'est-à-dire, on a la culture française, on vit dans ce pays, on est des gens parfaitement loyaux, intégrés. Mais sans renier. Mais on ne peut pas. On peut pas. Et surtout des gens de ma génération. C'est moi. Renier tes fondements. Bien sûr. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des gens comme moi, qui ont vécu la guerre de libération du premier jour jusqu'à son dernier jour, dans un village de regroupement, nous sommes les purs produits de la guerre de libération nationale. Ça, on ne peut pas. Même si je voulais, je ne peux pas m'en départir. C'est impossible. C'est impossible. Parce que tout, il y a des sentiments, il y a des odeurs, il y a des peurs, il y a des angoisses, tout ça, on ne peut pas se libérer de ça. Et personnellement, je ne voudrais pas m'en libérer parce que c'est ce qui a structuré ma personnalité. En plus, comme je te le disais, je n'ai pas eu des peurs immenses, des moments de stress, etc. Mais j'étais presque un peu inconscient du danger, presque inconscient. C'est-à-dire que je me disais, nous tuer, non, ils ne feront jamais ça, ils n'iront jamais jusque-là. Alors qu'effectivement, il y avait des moments où on pouvait risquer notre vie en tant qu'enfant, en tant que femme. Parce que les adultes, ils étaient absents, ils sont tous partis. Il est arrivé un moment, surtout à partir de 57, 58, 50, la opération humaine, il n'y avait plus d'adultes jeunes au village. Il y avait des vieillards, il y avait des enfants. Moi, à mon âge, j'avais 7-8 ans,
je passais pour l'un des... C'était moi l'homme de la famille. Quand il y avait quelque chose dehors, c'était moi qu'on disait il faut aller voir. Et souvent, j'ouvrais la porte et je voyais un mort devant la mosquée, quoi. Ça, je parle de choses que j'ai vécues. Donc, mais paradoxalement, je ne peux pas dire que c'est... Je vis encore dans ces traumatismes. J'ai l'impression que ça m'a même un peu renforcé. Il y a des gens qui sortent des malheurs affaiblis, déstructurés. Il y en a qui sortent, au contraire, presque structurés, fiers d'eux, etc. Le fait d'être resté vivant et d'avoir fait sédimenter dans sa personnalité tous ces événements-là. S'en sortir oui, parce que parfois, il y a des jeunes avec qui je parle, ils me disent on vous envie d'avoir vécu ça. On vous envie d'avoir vécu ça. Et nous, parfois, il nous arrive d'envier ceux qui ont 10 ans de plus que moi qui étaient au maquis. On les enviait parce qu'ils avaient des fusils, ils ont une histoire. Ils ont une histoire. Nous, on a une histoire, mais une petite histoire. Mais ceux qui ont pris les armes à la main et qui racontent, je pense à tous ceux qui ont écrit des livres, des jeunes qui ont écrit des livres de leur souvenir du maquis, c'est quelque chose d'époustouflant d'avoir vécu une chose pareille. Chaque jour, ils passaient à 1 centimètre de la mort et ils sont restés vivants. Ils ont eu la chance de rester vivants. Alors que, bon, bien d'autres sont morts et parfois même dans leurs bras, quoi. Voilà. Donc, c'est pas forcément négatif, quoi. C'est pas forcément négatif. Je veux bien que tu reviennes sur ta scolarité. À l'école, on vous apprend entre autres l'histoire, c'est nos ancêtres les Gaulois. Ah oui, mais ça honnêtement, oui, à aucun moment nous avions cru à ce genre de choses. Mais par exemple, à l'époque, vous connaissiez, je te disais, parce que j'ai mes tantes qui ont ton âge, qui sont un peu plus âgées, qui connaissent encore aujourd'hui par cœur les départements français. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça t'a formaté sur Oui, les départements français, les fleuves français, les châteaux, bien sûr. Ah oui, ça, les Pyrénées, la chaîne des Alpes, les Pyrénées, le Massif central, la vallée du Rhône, les Vosges, mais tout ça, c'était depuis l'enfance. La carte de France est imprimée dans la tête. Charlemagne. Ah oui, bien sûr. Et couronné en l'an 800, je me rappelle, 1515, bataille de Marie, 732 aussi, nous avons pris 732. Et bien sûr, les croisades, 1012, je crois, la première des croisades. Donc, bien sûr. 1492, la découverte de... Et tout ça, à l'époque, les dates étaient très importantes. Voilà. Cette 1492, c'est la découverte de l'Amérique et la fin de la présence musulmane en Espagne. Voilà. Donc, effectivement... c'est normal, c'était l'école française. C'était 3 départements français. 3 départements français. L'indépendance signifie pour toi, ou dans la vie du village, un bouleversement immédiat, ou les choses se font de manière très lisse, très fluide, de manière progressive? J'ai décrit ça dans l'avant-propos de mon livre, L'Algérie en guerre. C'est un véritable... Et d'ailleurs, pour définir le mot révolution, parce qu'il y a des gens qui disent la guerre qu'ont menée les Algériens contre le colonialisme, c'est pas une révolution. Parce que pour eux, la révolution, c'est la lutte des classes. Point barre. Il peut pas y avoir, il faut qu'il y ait une composante sociale, c'est-à-dire que les marxistes ont essayé d'analyser la guerre d'Algérie à partir de la terminologie marxiste, des concepts marxistes. C'est les bourgeois, les prolétaires, le lumpenprolétariat, etc. Mais c'était pas du tout ça. La révolution algérienne, c'est la mise à bas d'un ancien régime, un régime colonial, avec émergence d'un homme nouveau, c'est-à-dire un homme qui a commencé à croire en lui-même. Alors qu'avant, l'homme algérien ne croyait pas en lui-même. Quand les maquis se sont constitués, quand la guerre, la révolution s'est instituée à ce moment particulier, les gens ils se sont dit, nous sommes maintenant des citoyens, nous sommes une nation. Nous avons un État en devenir, nous sommes une nation, etc. Et donc ça, c'était une véritable révolution. C'est-à-dire un homme nouveau a émergé. Un homme qui s'est dit, je vais me battre pour ma dignité, ce qui était absolument impensable 10 ans auparavant, avant les événements du mai 1945.
C'était une révolution aussi, pour répondre maintenant à la question, c'est un véritable bouleversement. Parce qu'on pouvait sortir librement la nuit. On pouvait danser. Sur le plan sociétal, les hommes et les femmes se mélangeaient, alors que c'était une chose impensable. Ça dansait partout, ça chantait partout. Les camions transportaient des grappes d'êtres humains, femmes et hommes mélangés. Ce qui était une chose impossible. Impossible. Impensable auparavant. Voilà. Et donc tout ça, c'est un bouleversement, je dirais pas social, parce que social, pas encore. Il n'y avait rien pour social. C'est un bouleversement sociétal. Tout était à faire. J'ai appelé ça un véritable Big Bang de la société algérienne. C'était à l'époque où les femmes, les premières mois, les premières années de l'indépendance, les femmes ont commencé à porter des mini-jupes. Alors que la mini-jupe était interdite aux Pays-Bas. C'est pour ça qu'il y a eu un célèbre chanteur, Qarnas Talvarabah, il a fait une chanson qui s'appelle Mini-jupe à Fatima. C'était un peu pour dénoncer cette accélération des mœurs dans notre pays. Comme si le fait d'avoir été comprimé, opprimé, privé de toute liberté, comme si le fait d'avoir lutté, d'avoir gagné, permettait dorénavant quelques comportements licencieux. Voilà. Il fallait rattraper le temps. C'est un peu pour rattraper le temps. C'est-à-dire maintenant on mérite de tout faire. Voilà. Et c'est un peuple qui a véritablement explosé, mais qui était encore conscient de son destin collectif. L'Algérie, le peuple algérien de 1962 était une nation soudée, d'est en ouest, du nord au sud. Si bien que lorsque le premier chef d'État algérien, qui s'appelle Ben Bella, avait demandé aux Algériens, d'où qu'ils soient, d'aider l'État algérien à reprendre les choses en main et puis à commencer à développer le pays, tout le monde a répondu présent. Tout le monde a répondu présent. Qui a une bague là-dedans, qui a une chaîne, qui a de l'argent, qui a des khalkhal, tout a été donné. Tout a été donné, y compris dans ma propre famille. Quand beaucoup de femmes disent j'ai plus rien de tout, car je l'ai entendu. Voilà, tu as dû l'entendre. Les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de l'indépendance, c'était un Big Bang. On ne pouvait pas imaginer en 62, aller le soir, à 10h du soir, aller par exemple à pied de Front National à Tixirt. Juste après l'indépendance, à 14-15 ans, on partait la nuit à 10h du soir pour camper à Tixirt, avec des petits bouts de chiffon, etc. C'était une chose impensable quelques mois auparavant. La peur a disparu. C'était un véritable bouleversement